Les gars, avant de démarrer, une petite minute de votre attention pour vous dire deux choses. La première, c'est qu'on fait, comme tous les ans, un jeu concours de Noël. Donc pour toutes vos commandes, vous avez une chance de remporter un des lots. On a fait beaucoup de lots pour que vous ayez plusieurs chances de pouvoir gagner quelque chose cette année. Pour chaque tranche de 100€ d'achat, c'est une chance de gagner. Donc bonne chance à tous. Et deuxième chose, c'est qu'on a sorti deux nouveaux produits. Le premier, c'est ce superbe pull à col roulé 100% laine Merino. Si on voulait vraiment un matériau qui soit haut de gamme. Donc là, on est très content du résultat. Il est dispo sur le site. Et deuxième produit, c'est le t-shirt. Est-ce qu'il fallait quand même pas un t-shirt pour concrétiser cet exploit de la 22 long rifle à 1000 mètres? Donc voilà, un petit t-shirt marrant, en général, c'est des choses que vous aimez bien. Comme d'habitude, petite série limitée, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Et on passe à la vidéo. Ah oui, avant de démarrer, petit disclaimer, ceci est une vidéo de chasse, donc si vous n'aimez pas la chasse, eh bien ne la regardez pas. Je vois suffisamment sur d'autres chaînes de collègues youtubeurs chasse des commentaires qui n'ont aucun sens, donc voilà, vous êtes prévenus. Sachez que nous, les commentaires, ce n'est pas un espace de démocratie, de liberté, nous serons sans aucune vergogne dans le tri des commentaires. Bonne vidéo. Je vous regardais depuis un moment, on s'était rencontrés là-haut donc à Paris, et au salon de la chasse, ouais. Et plaisir que ça ait pu se faire. Je me disais, bon bah les gars, c'est les agris, ils n'auront pas de parole, ils vont pas venir. Non, et puis apparemment vous avez eu un peu des subventions de la PAC, ça reste. Et bah le gars que vous venez de voir, c'est Étienne. Alors Étienne, il faut savoir que c'est un pur produit de la montagne. À ce que vous venez de voir, c'est de l'AOC montagnard pur. C'est un mec qui a grandi là où on a été. C'est un gars qui connaît parfaitement son secteur, qui est vraiment attaché à son territoire. C'est aussi un mec d'une gentillesse et d'une générosité assez hors du commun, qui nous a proposé vraiment un séjour exceptionnel et que je remercie encore. On va pas dire qu'elle est agressive la lumière, mais Ouais, c'est pour te mettre un peu en pression parce que sinon tu risques de prendre la confiance. c'est un interrogatoire. Pour me présenter, je suis hôtelier et moniteur de ski l'hiver, donc restaurateur hôtelier, j'ai pas toujours fait ça. J'étais charpentier avant, charpente, petits travaux, etc. Un peu touche à tout. J'aimais bien une phrase d'un Varsin qui disait ici on sait rien faire mais on se fait tout. Mais c'est un peu c'est un peu ça, hein. Quand on est en fond de vallée, un peu de débrouillardise, faut forcément mettre les mains un peu partout. Quand on a un hôtel, j'ai découvert ça un peu le milieu de la restauration, donc notre père, parce que donc j'ai 3 frères, notre père était gardien de refuge en haute montagne, ici dans la vallée, dans le Val-Godemar. Donc là, on est dans le Val-Godemar, aux abords du parc national des Écrins. Et bon, notre père a passé sa vie ici, en montagne, et nous, c'est un peu pareil. On a voulu un peu s'émanciper, on est parti un peu loin, jusqu'à Gap, ou des choses comme ça. Non, on a filé un peu à droite, voilà. À 18 ans, faire nos expériences. Finalement, les 4 frangins, on est tous revenus là. Donc vraiment amoureux de cette vallée, le Val-Godemar, qu'on appelle d'ailleurs au passage la vallée la plus himalayenne de France. C'est vrai que c'est assez abrupt, hein. J'espère qu'on le ressentira dans les images, mais on a vraiment une vallée merveilleuse, authentique, comme les gens qui vivent ici. Victor, je sais que tu avais du mal un peu pour suivre tout ce que tu devais gérer sur Internet, mais on t'a prêté le Minitel de l'entrée de l'hôtel. Ça allait un peu mieux. Hôtelier depuis 8 ans, l'a repris l'hôtel-restaurant du village, le Mont-Aulan. Ben ouais, la restauration, c'est pas marrant tous les jours, hein. C'est des grosses plages horaires, c'est beaucoup de boulot, mais c'est un peu l'école de la vie aussi, c'est formateur, faut savoir tout faire, quoi, au même titre. Et puis, toujours passionné de chasse et d'armes à feu depuis ma plus tendre enfance. En plus d'Étienne, on a eu l'occasion de rencontrer sa famille et ses amis. Une dédicace très particulière à Mich et à Sylvain, qui sont des amis proches d'Étienne, avec qui on a passé des super moments, qui sont des gens qui sont très marrants, qui passent leur temps à qui passent leur temps à critiquer le matériel et qui sont vraiment des gens très connaisseurs aussi de leur milieu, très attachés à leur territoire. Ne surtout pas l'appeler Michel, c'est le Mich ou Pompon. Ouais, donc 2 gros passionnés, je connais guère de plus passionnés que par la chasse au chamois d'œuf. Et alors faut pas leur parler de battus ou de choses comme ça, hein. Vous avez vu un peu les profils, les tempéraments. En général, les chiens sont pas encore lâchés, qu'ils ont déjà envie de partir et qu'ils en peuvent plus. Mais par contre, ils vivent montagne, ils vivent chamois. Si jumeler était un sport national
le Mich serait certainement sur le podium national, c'est sûr, et représenterait la France à l'étranger. Mais ouais, Sylvain qui a été mon coéquipier. Enfin voilà, des passionnés, des amoureux. Et une fois de plus, on revient sur ce mot, mais des personnes qui ont une éthique et des valeurs. Ouais. Je profite aussi de cette vidéo parce que j'ai jamais eu l'occasion de traiter le sujet de la chasse vraiment comme ça en profondeur pour faire la publicité et la mise en avant de ce que fait mon ami Baptiste avec Chasse au Texas. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous appréciez la chasse ou que ça vous intéresse. Et Baptiste, ce qu'il fait avec Chasse au Texas, c'est des chasses qui sont des choses que vous pourrez pas pratiquer en France. C'est de la chasse de nuit, c'est de la chasse en hélicoptère, c'est de la chasse aux alligators, c'est de la chasse à des animaux tous plus hors du commun les uns que les autres. Il est déjà complet sur presque un an, voire plus d'un an, je crois. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, renseignez-vous. Ça s'appelle Chasse au Texas parce que c'est la chasse au Texas. Faut savoir que Baptiste, c'est un mec qui est très créatif au niveau des noms, comme vous pouvez le voir. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont déjà fait des retours, qui ont été là-bas, qui sont très contents. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis très content de mettre en avant. Faut savoir que Baptiste, ça lui plaît énormément. Il passe le temps avec les clients, il fait vraiment des séjours sur mesure par rapport à ce que vous voulez. Vous avez, en plus de la chasse, du tourisme et différentes choses. Vous avez l'Instagram et le lien du site qui s'affichent à l'écran ou qui sont en description. Alors pour vous parler un peu de la chasse en général, si vous y connaissez vraiment rien en chasse, et ben ça tombe bien, on va vous expliquer. Alors la chasse, on peut la diviser en différentes catégories en fonction du type de chasse et du biotope de chasse. Pour ce qui va être le type de chasse, vous allez avoir les trois grands principales façons de chasser qui sont l'abattu, l'affût et l'approche. Donc l'abattu, c'est le fait de quadriller une zone en mettant ce qu'on appelle des postés, qui sont des gens qui attendent que le gibier sorte. Et on va aussi mettre des trackers dans la zone où il y a l'abattu pour pouvoir pour déplacer les animaux, les sortir de là où ils sont cachés. C'est la chasse la plus courante en France, hein, quand vous voyez des gars en gilet orange au bord des forêts, souvent c'est de la chasse en battu. Moi la chasse en battu c'est pas ma chasse préférée, c'est pas quelque chose que je pratique. Ensuite vous avez la chasse à l'affût, à l'approche, donc qui sont des chasses que je regroupe un peu dans la même catégorie parce que c'est des chasses plutôt solitaires ou alors en petits groupes, des choses qui vont se faire, qui vont être aussi un peu plus techniques parce que vous allez avoir des tirs qui se font un peu plus loin, des différentes façons d'approcher les animaux. L'affût, ça consiste à se placer à un endroit souvent stratégique et à attendre que un animal passe dans votre zone de tir. Ça se fait beaucoup souvent hors des saisons de battu. C'est pareil, vous pouvez voir parfois des miradors qui sont posés à différents endroits. Et l'approche, ça consiste à aller directement sur le territoire des animaux et à, comme son nom l'indique, les approcher. Donc le plus près possible pour faire un tir le plus efficace possible. Donc ça va demander d'être discret, de connaître les territoires. C'est une chasse qui est un peu plus demandeuse en termes de connaissances. Et ensuite vous avez les biotopes de chasse, donc c'est les territoires de chasse finalement. Donc en France, les territoires qu'on retrouve principalement, c'est la plaine, la forêt et la montagne. Vous avez différents dérivés, différentes demi-mesures en fonction de là où vous êtes. À savoir que toutes les chasses ne se pratiquent pas dans tous les biotopes. Il y a des choses qui s'y prêtent plus. Par exemple, la battue, c'est particulièrement adapté à la forêt. Là où l'affût et l'approche, c'est particulièrement adapté à la montagne. On trouve un peu de tout. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, renseignez-vous, rapprochez-vous des chasseurs de votre secteur et ils vous expliqueront beaucoup mieux que moi. En l'occurrence, la chasse qu'on a fait là, c'est une chasse au chamois en montagne, donc une chasse d'approche dans un biotope montagne. C'est une chasse qui est demandeuse physiquement parce que c'est des chasses qui sont longues en termes de durée, des chasses qui sont difficiles en termes de déplacement. On va y revenir après sur tout le matériel. Il faut savoir qu'on avait un bon pactage à emmener avec le matériel vidéo, les armes, différents matériels. Et c'était vraiment cet aspect-là qui nous intéressait, c'était le fait de faire une activité dans laquelle il y avait vraiment une implication physique. Je dirais, après la chasse au chamois, nous, bon, voilà, c'est vraiment un territoire haute montagne. Pour moi, comme tous les gars d'Ouir, tous les gars de fond de vallée, je suis un peu chauvin. Et je dirais pour moi que c'est la plus belle chasse et qu'en plus on fait dans une des plus belles vallées, tout simplement. Et après moi, ma vision de la chasse au chamois, parce que, comme je vous dis, c'est pas pareil de partout, il y en a qui n'ont pas tous la même vision, et ça va vite tirer du bord de la route, ou etc., attendre que la neige descende, pour que les chamois descendent aussi. Et moi, j'ai vraiment plus une approche de cette chasse où c'est l'effort. C'est vraiment... c'est l'effort, c'est la nature, c'est la montagne. Je me verrai pas, alors voilà, bon, je vais de temps en temps en battu, j'aime beaucoup ça, surtout que nous par ici on a des battus qui sont exceptionnels, des territoires qui sont magnifiques, où on voit loin, où on est vraiment en montagne également.
où il y a de l'effort, on ne descend pas de la voiture, on fait 5 minutes, on arrive au poste. C'est pareil, les postes les plus hauts vont peut-être marcher 2 heures des fois pour arriver au sommet de crête à 2600 mètres d'altitude, etc. Bon, on a dérivé sur le sanglier, mais les sangliers, pareil, hein, les sangliers de montagne, pour moi, quand j'ai pu chasser dans le sud quelques années, un peu dans le centre de la France, etc., les sangliers de montagne sont jolis, comme dans les BD d'Astérix et Obélix, vraiment un coffre très large, des grosses épaules, un petit train, voilà. Et pour en revenir au chamois, oui, pour moi, c'est l'effort, quoi. C'est l'effort. Grosso modo, c'est monter au sommet de la montagne, prélever sa bête, puisqu'il faut dire ça maintenant, prélever sa bête et la redescendre, qui devient aussi dur que la montée au final, même des fois plus dur. Mais ouais, c'est ma chasse préférée, chevreuil, ça fait quelques années que j'en ai plus tué parce que je trouve un peu moins de plaisir, à moins de voir un joli trophée. Et il faut quand même savoir, il faut quand même noter ça. En plus, vous, c'est une de vos premières peut-être vidéos de chasse qui est vraiment sur le sujet. Il faut savoir qu'on en parle, la chasse, on va en parler 350 jours dans l'année. Et au final, surtout pour la chasse au chamois, ça va représenter peut-être que 5 sorties, 5 sorties, un coup de feu. Mais pourtant, on va animer toute notre année en parlant de ça, en se rappelant les souvenirs, hein, etc. Donc, c'est pas quelque chose de bourrin. Comme on pourra voir, il y a des quartiers de chasse, des jours précis, des bracelets. Il y a des sociétés de chasse dans le coin où on a 80 chasseurs, ils ont à peine 6 chamois à prélever. Donc voilà, c'est pas open bar. Je reviens là-dessus, comme je disais tout à l'heure, il y a 90% du territoire de la commune qui est dans le parc national, donc on est très très limité sur nos territoires de chasse, nos quartiers de chasse. Et d'ailleurs, à l'époque, avant le parc, notre commune qui est immense, les anciens étaient pas fous et étaient, je pense encore une fois, hein, les plus écologistes de tous, mais ils allaient chasser une année. Une année, ça allait être le fond de vallée, mettons Vallon-Pierre, Pigeonnier. L'année d'après, ça allait être la Muande, Aiguille de Morge, bon bref, sur Mieux de Vallée. L'année d'après, ils allaient prélever uniquement sur le secteur de Navette, les Portes. Enfin voilà, maintenant, c'est vrai que du coup, depuis les années 70, on est limité à nos 5 petits quartiers et qui pour le coup, il y a très peu de sentiers. Ouais, on est hors sentier tout le temps presque. Je trouve important de faire un petit passage sur les distances de tir. Vous nous voyez souvent tirer loin, voire très loin, jusqu'à des distances qui sont pas du tout les mêmes qu'à la chasse. Il faut savoir qu'une longue distance en tir sportif n'a rien à voir avec une longue distance en tir de chasse. Nous, quand on tire sur des gongs, moi j'ai aucun mal à tirer jusqu'à 800, jusqu'à 1000 mètres. On avait bien prévenu Étienne, et Étienne nous en avait parlé, tout le monde était d'accord là-dessus, pour dire qu'un tir de chasse, ça ne se fait pas à des distances comme ça, puisqu'il y a cet aspect respect de l'animal et cet aspect vouloir un tir qui touche, un tir qui soit efficace. Donc il n'était évidemment pas question de commencer à engager à des distances pas possibles. Donc on s'était donné des distances plutôt raisonnables, on s'était dit vraiment maximum 300 mètres et si possible autour de 200 mètres, parce que c'est des distances sur lesquelles... Le tir, ben pour vous... C'était dommage que ce soit limité qu'à 300 mètres, sinon on aurait pu essayer à 700 ou à 800. Mais, 2 km, je pense. Non, mais on en a parlé aussi, et de votre part, c'était très bien de dire, de toute façon, tacle avec telles conditions et tout, non, on ne dépasse pas 250, par exemple le premier jour où il y avait vraiment ce vent énorme, etc. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut rappeler encore une fois que les chasseurs, et c'est votre première vidéo de chasse, mais les chasseurs, la majorité des chasseurs, ont une éthique, des valeurs, et quelque part, c'est eux les vrais écolos. Je le dis et je le pense vraiment. Et vous, pareil, même si vous êtes capable de tirer à 1000 mètres à la 22 Longriff, à 1600, à la 308, à 2 km avec une 6-5 cris de mort, c'est toi qui me disais, non, ben là, je pense là, tac, avec ci et ça, là, faudrait rester en dessous de 200. Ah là, machin, là, ouais, 250, bon, ouais, là, s'il y a un doute, hein, moi, ça m'arrive des fois, t'es un peu épuisé, tu t'appuies, même si le chameau est pas loin, mais que je sens qu'il y a des chances de le blesser, je vais pas appuyer sur la détente. Ah ouais, si le tir est pas sûr, on tente pas. Ah, exactement, et des fois, ça va être... des fois, on va se sentir beaucoup plus à l'aise à 300 mètres, on est bien, on se sent bien, les conditions sont réunies, on sait qu'on va appuyer et faire mouche, et que tout va bien se passer. Et des fois, à 80 mètres,
on est un peu essoufflé, on a le bout de la carabine appuyé sur un rocher, on n'est pas bien, on n'appuie pas. Ouais. Alors que voilà, sur des distances plus grandes, on peut se sentir bien. Enfin voilà, je pense que tout joue et il faut tout prendre en compte. Il faut savoir que ce type de chasse, donc la chasse au chamois, ça fait partie des chasses où vous avez des tirs qui sont souvent à longue distance. Il faut aussi du matériel adapté. C'est pas chaque chasse a un matériel le plus adapté possible. Donc c'est pareil, renseignez-vous en fonction de ce que vous voulez faire. Bon, en général, vous aimez le matos? Et ben on va parler un peu matos. Alors déjà, sachez qu'on fera une vidéo dédiée aux carabines dites de montagne, ou du moins les carabines de chasse qui sont faites pour être très légères. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. On a plusieurs modèles à vous présenter, avec des spécificités à détailler un peu. Ce serait intéressant, donc il y aura une vidéo dédiée là-dessus. Pour vous parler des armes utilisées spécifiquement dans cette vidéo, on avait le droit à 2 carabines. Donc on avait pris en carabine de secours la Bergara Crest qui est là-bas, qui a eu une vidéo dédiée, dont on ne s'est pas servi, c'était au cas où, on va dire. Comme ça on avait une deuxième carabine. Et la carabine principale, c'est celle-là. Donc c'est une Bergara Elevate. Elle est équipée avec leur action dite première. Donc l'action première, c'est une action qui est censée être plus haut de gamme que leur action standard. Elle est censée être plus fluide et c'est le cas. C'est vrai que chez Bergara, les actions sont de base plutôt correctes. Mais là, on est encore un step au-dessus. Il y a une vraie belle fluidité de culasse. C'est une culasse inox. Vous avez une tête de culasse flottante. Vous avez des petits ajouts comme ça qui montent un peu la gamme. C'est équipé d'origine du détente Trigger Tech, donc ça permet d'avoir des poids de départ qui sont encore un peu plus bas que sur des modèles plus standards. Et évidemment, le gros point de cette carabine, c'est qu'elle est intégralement en carbone. C'est vraiment ouf. Tout dessus est quasiment en carbone. Vous avez leur fameux canon recouvert de carbone. Et vous avez la crosse MDT HNT qui est un des châssis les plus légers du marché. Donc ça fait un setup qui est vraiment hyper transportable, hyper léger, ce qui est un gros point positif pour ce qu'on va faire dans cette vidéo. Vous avez aussi, encore une fois, gros point positif pour faire ça, un rail arca d'origine dans le châssis. Ça permet de monter très facilement le setup sur trépied. Donc ça, c'est un vrai bon point. Et après, vous avez plein de petites options qui sont plutôt habituelles. Un appui-jour réglable, des cales pour agrandir la longueur de la crosse, des fentes au standard M-Lock si vous voulez accrocher différentes choses. Pour ceux qui veulent par exemple mettre un module thermique, vous pouvez, il y a les fentes M-Lock sur le dessus. Un rail MDT très classique. Les colliers Minotaur, les colliers Atlas dont on vous a déjà parlé. Parfait pour faire ça, extrêmement solide, léger, idéal. Vous avez comme d'habitude tout disponible sur la boutique. Et la lunette là, très gros morceau, c'est une Zeiss V8 avec un zoom qui va de 2.8 à 20 et une sortie en 56. Donc c'est une lunette particulièrement adaptée à la chasse à feu approche puisque vous avez un truc très lumineux avec une sortie en 56 et vous avez un zoom plutôt faible avec un 2,8, ce qui est plutôt pratique pour rechercher des choses qui sont assez proches. En général sur les lunettes typées TLD, vous avez des zooms qui sont très importants, 3, 4 voire 5 au minimum, et parfois ça zoome trop. Évidemment c'est une construction Zeiss, la qualité optique elle est littéralement parfaite, la conception générale est très solide, réticule illuminé. Vous avez des tourelles qui sont interchangeables, je vous laisserai aller voir directement sur le site parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous pouvez changer vos tourelles en fonction de ce que vous faites, si vous voulez du MRAD, si vous voulez directement des corrections en mètres sur vos tourelles, c'est possible, vous avez différentes options, vous pouvez avoir les tourelles interchangeables seulement sur la hausse, les tourelles interchangeables sur la hausse et la dérive, aucune tourelle interchangeable, tout est faisable, donc c'est vraiment la lunette parfaite pour faire ça. Et bien sûr, le trépied Minotaur modèle Hunter, donc c'était l'accessoire idéal, puisqu'il est très léger, ça permet d'avoir quelque chose qui est très transportable. Moi j'ai transporté tout le long des différentes journées, sans trop de difficulté, parce qu'il est vraiment pas lourd, donc ça c'est un gros avantage. Ça permet de tirer de façon stable en étant debout, assis, accroupi. C'est vraiment l'idéal pour tirer comme ça en pleine nature. Je précise aussi que là vous avez un ensemble qui est haut de gamme, voire très haut de gamme, et que vous n'êtes pas obligé d'avoir du matériel aussi poussé pour faire de la chasse en montagne. Bien que la chasse en montagne soit quand même pas la chasse qui demande le moins de matériel. On en parlera je pense plus profondément dans la vidéo dédiée aux armes légères. Ensuite pour le reste du matériel, on avait beaucoup de vêtements en laine parce que ça c'est des souvenirs du stage co, ça permet de garder de la chaleur même en étant un peu mouillé. Alors là mouillé à cause de quoi? De 1 la pluie et de 2 à cause de l'effort puisque c'est des successions d'efforts très intenses et d'arrêts, donc vous allez transpirer puis vous arrêtez. Donc c'est vrai que la laine c'est le bon matériau pour tout ce qui va être haut et proche du corps. Pour le pantalon, la plupart on avait opté pour le modèle Warrior, Minotaur Warrior, donc pareil, idéal pour faire ça. Vous avez vraiment les parties élastiques sur les zones utiles pour pouvoir vraiment bien lever les jambes. Bon, il est très solide, hein, vous allez voir, on a glissé sur le sol dans les cailloux et il n'a pas bougé. Le modèle Worker aurait aussi pu tout à fait faire le boulot, mais là c'était un vrai bon test pour le coup, donc c'est pareil,
disponible sur la boutique si ça vous intéresse. Testez-le, on a des retours incroyables. Je ne vais pas vous énumérer tout le matériel, vous pourrez le voir sur les différentes images, mais j'ai quand même appuyé sur un dernier item qui était quelque chose de très utile et quelque chose sur lequel je me posais beaucoup de questions, parce que la vraie question c'était comment est-ce qu'on va faire pour transporter les carabines sur un système de portage qui soit très stable, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une carabine qui ballotte dans tous les sens, en même temps qui soit confortable, en même temps qui soit facile et rapide d'accès pour récupérer la carabine. En faisant un peu de recherche, je suis tombé sur la gamme des sacs Vorn. Ce sont des sacs qui ont une poche dédiée à la carabine et qui ont une petite tirette qui vous permet en fait, en portant le sac, de tirer sur la tirette, de récupérer la carabine et de l'avoir directement en utilisation. Et c'est vraiment très bien. C'est très haut de gamme, la construction est très correcte. Petit inconvénient, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? C'est que c'est de base assez lourd, parce qu'évidemment vous avez tout le système de portage, vous avez un système de plateforme derrière. Ce serait son seul petit inconvénient. La carabine est vraiment bien protégée, vous avez des petits accessoires qui se mettent sur le canon si vous voulez pas que le canon soit mouillé. Donc c'est vraiment très bien. Pour vous faire un petit test, vous ouvrez le sac, vous mettez la carabine dedans. Bon, faut avoir un peu l'habitude, mais en général, de toute façon, ranger la carabine, c'est pas le truc le plus utile à faire rapidement. Hop, vous pouvez refermer tout, verrouiller les crochets. Bon, l'avantage, c'est que c'est vraiment, comme je vous disais, extrêmement bien maintenu. Et vous avez totale confiance pour votre matériel parce qu'il n'est pas abîmé. Hop, on enfile le sac. Donc pareil, plein de points d'attache, donc rien ne bouge, ça c'est très bien. Et donc vous voyez, vous avez directement la carabine qui est accrochée. C'est vraiment très stable et vous avez plusieurs volumes. J'ai vu, vous avez 12, 30 et 45 litres, je crois. Donc en fonction de ce que vous avez emmené, c'est plutôt pratique. Vous avez la tirette juste ici. Pareil, la tirette, elle est réglable en hauteur en fonction de la longueur de vos bras et de votre souplesse, parce qu'il faut quand même une bonne souplesse pour aller chercher le canon derrière. Quand vous voulez tirer, vous récupérez la tirette, vous attrapez le canon, vous tirez sur la tirette, vous pouvez sortir la carabine. Et voilà. Et c'est le seul modèle que j'ai vu avec une facilité de prise aussi pratique. Donc voilà, je vous conseille. Et enfin, pour ne pas nous faciliter les choses, il y avait un dernier paramètre à prendre en compte, quelque chose qu'on prend souvent en compte en agricole. Évidemment, ce paramètre, c'est la météo. Hein. Ça fait, donc on est mi-novembre, ça fait 3 semaines, un mois qu'on n'avait pas eu une goutte de pluie, des journées exceptionnelles. Et on a eu une météo qui n'était pas forcément favorable, pas forcément de notre côté. On a pu s'apercevoir que Jordan, on ne sait pas vraiment du coup s'il est de Savoie, ouais. Peut-être plus de Martinique ou de Guadeloupe. Jordan, on l'a emmené en haut de la montagne, il était autant à l'aise que nous. Donc en fait, on le suspecte de jamais avoir vu la Savoie de sa vie. Non, une machine de guerre, un bulldozer, il aurait pu continuer encore. C'est vrai que si on avait eu des fenêtres un peu plus larges niveau météo, on aurait pu un peu plus crapahuter, avoir un paysage un peu plus sympa. Et puis après, avec cette météo, ben les chamois, comme beaucoup d'animaux, sortent un peu moins, restent un peu au pied des barres, cachés ou couchés. Ils sont un peu plus difficiles, c'est un peu plus difficile d'en voir. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il fallait savoir sur la globalité du projet, sur le matériel, on va passer vraiment à ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'on est resté là-bas 3 jours pleins. Donc on avait prévu de sortir les 3 jours. Et on va revenir jour après jour sur ce qui s'est passé. On arrive le vendredi soir. Il faut savoir que le samedi, pour éviter les moments les plus pluvieux, même si c'était un échec, on s'est levé tôt, voire très tôt. 5h30. Le mec abuse. 3h du matin, nous sommes levés depuis 2h. Elle mangette dans le sang, nous sommes prêts à chasser l'animal. Il faut savoir qu'Étienne nous avait déjà briefé la veille sur ce qu'il fallait savoir, là où on allait aller, le matériel à prendre. On était prêts, on déjeune et on part. Donc on commence à rouler un peu en voiture, on se gare sur le parking, on part. Et là, je vais revenir un peu sur l'aspect physique. Il faut savoir que tout le monde fait plus ou moins du sport dans les gens qui étaient présents. Énorme. Moi, pas que j'étais serein, mais je me disais, bon, je fais du cardio régulièrement. Étienne, il fait que de bosser depuis 6 mois. Il fume des clopes. Bon, c'est un mec de la montagne, mais normalement, on devrait suivre, ça devrait le faire. On commence à monter. Ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On commence tous un peu à se regarder pour se jauger, pour se dire, bon, est-ce que je suis le seul qui est autant en galère? Et là, mais au bout de quelques minutes, mais mort, mais vraiment, clignotant, capot ouvert, 180 BPM, tout le monde est complètement raide. Et là, on se dit, mais si c'est comme ça, tout le long de l'ascension, pendant 3 heures, va y avoir 2-3 mecs sur le carreau, c'est pas possible. Etienne, lui, il est devant, il est serein, il regarde.
Nous on se rend compte qu'on est tellement concentré sur l'effort physique qu'on n'a même plus la lucidité de regarder devant nous s'il y a un animal, où est-ce qu'on va. On suit bêtement Étienne. C'est pas sans rappeler d'ailleurs, je fais une petite dédicace à notre formateur du stage Komodo qu'on a fait il y a déjà 2 ans, qui a été d'une grande aide pour ça, parce qu'il y a beaucoup de points communs dans ce qu'on a fait là, en termes de marche, de préparation du matériel. On a beaucoup réutilisé d'ailleurs le matériel qu'on avait utilisé à l'époque pour faire ça. Donc je refais une petite dédicace. Non, j'ai pensé que le physique, le physique et le mental, c'est clair à 100% que vous l'avez. Et surtout, donc moi, je viens de finir la saison il n'y a pas longtemps, où en saison, forcément, on est ouvert 7 sur 7, et une hygiène de vie qui n'est pas des plus saines. Donc vous l'avez, après vous êtes plus habitué à marcher sur du plat, on va dire. Mais sinon, le mental, la condition physique, tout y est, quoi. Notre père a été gardien de refuge pendant 30 ans dans le coin, donc on a sacrément crapahuté. Et j'ai envie de dire alléluia qu'on puisse en montagne sur notre territoire se sentir plus à l'aise. Que vous qui êtes des solides, mais par exemple que si on va mettre quelqu'un qui a l'habitude de marcher tout le temps sur les trottoirs de je sais pas quelle grande ville, etc. quoi. On l'a fait, oui, c'est largement plus d'une centaine de fois. Et puis oui, c'était un peu la course où on se tirait la bourre et puis les portages. Enfin bref, c'est de sacrés souvenirs, un endroit qu'on affectionne particulièrement. D'ailleurs, le record du pigeonnier, le grand frère Vincent, 45 minutes avec plus de 50 kilos. Des frangins de Benoît et Jean-François, je crois que j'étais le plus mauvais. Ah ouais? Ouais. Mais bon, je montais quand même en dessous d'une heure, vers les 50 minutes, avec une trentaine de kilos dessus. Donc on est sur un refuge où il y a 800 mètres de dénivelé. On commence à monter, et la première partie de l'ascension, c'est à travers une forêt, dans une zone plutôt rocailleuse, sur lequel on est sur un tout petit sentier qui est en fait un reste des coulées d'eau quand la neige fond au printemps, j'imagine. Donc on suit Étienne, et on arrive au bout d'environ 45 minutes de marche à un premier point d'arrêt qui est une petite cabane qui est là en lisière de forêt, et où on change vraiment de biotope, où on sort d'une zone rocailleuse forestière pour arriver vraiment sur une plaine, tout ce qu'il y a de moins plat, mais en termes de sol, c'est une plaine avec de l'herbe assez basse. On vient d'arriver pour pouvoir se mettre à l'abri, et il a arrêté de pleuvoir quasiment. On va pas faire les difficiles. Là, on est au premier poste d'observation, on a tout le quartier sous les yeux. Donc normalement, le sommet du quartier, on peut monter là aux flammes de pétarel, toucher la neige, là il y a un peu de neige. Alors c'est des grosses pentes herbeuses. Il y a plus, ça risque de glisser un peu. Après sinon l'équipe est au top, quoi. On dirait pas qu'ils sont couchés à 4h du matin. On t'impressionne un peu? Ouais, moi je suis sur les rotules, je vais peut-être vous abandonner la petite ici. C'est facile. Jordan, un petit avis sur la montée? Ça va, encore une petite heure et demie de marche, on est bien. Ça va piquer un petit peu. Ah bah ça va bien. Et là, on arrive face au premier paysage vraiment montagneux qu'on peut voir. Et bien évidemment, tout est magnifique. Ouais, c'était bien aussi pour voir un peu, pas le niveau de chacun, mais pour présenter le territoire. Je pense que c'était bien de transpirer un peu. Si on n'avait rien fait, si on avait fait demi-tour avec 4 gouttes de pluie, on n'aurait rien vu, on n'aurait rien, et puis vous serez rentré le soir là, mais purée,
dis donc les montagnards, c'est plus ce que c'était. Mais oui, on a fait un peu de dénivelé. Alors faut savoir que c'est un des quartiers en plus, c'est un des quartiers les plus faciles. C'est un des quartiers, c'est un des quartiers les plus simples, mais bon, très très joli. Alors Étienne, il connaît très bien ce coin. Il nous dit que souvent, il y a des chamois qui sont là, qui descendent dans ces zones-là. Bon, là, il se trouve qu'on n'en voit pas. Dès que ça se lève, dès que ça s'arrête, on prend la montée. On prend la montée, et puis là ils sont encore hauts, la neige est haute, il fait chaud. À part qu'il y en ait un ou deux qui sont perdus, qui traînent en glace, sinon les chamois ils sont encore en altitude. On s'apprête à engager la suite de l'ascension. Il faut savoir que la suite du biotope, qui paraissait plus simple parce que c'est simplement une côte en herbe en fait, elle s'avère beaucoup plus compliquée que prévu. La grosse problématique, c'est qu'en fait, on n'a plus aucun sentier. On marche littéralement sur un sol qui n'est pas tracé. En fait, on est sur un sol complètement en dévers, avec les chevilles et les pieds qui partent dans tous les sens. Donc pour tous les montagnards qui nous regardent, ils vont dire bah la classico. Et pour des gens comme nous qui sommes pas habitués, c'est très particulier. Et on monte doucement, c'est toujours aussi dur physiquement. On a le cœur qui tabasse, mais on suit Étienne, toujours, j'ai envie de dire, aussi bêtement. C'est vraiment lui qui tire le groupe. Et plus on monte, plus le sol est en dévers. Donc on monte en zigzag et on a vraiment les pieds en plein travers. En fait, on marche vraiment sur un sol qui n'a rien de plat et qui est complètement de côté. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile, sachant qu'on est sur un mélange d'herbes, de petits buissons, sur lesquels on voit pas forcément où sont les points durs. Et on est obligé d'avancer assez doucement et c'est plutôt usant. Enfin, nos efforts sont récompensés puisque là, on aperçoit un premier groupe de chamois. Donc un groupe de chamois à l'écart, difficile à identifier au début, mais après plusieurs minutes d'observation, Étienne estime qu'il y a un mâle, une femelle et un petit. Donc le but c'est de privilégier le mâle puisque le petit et sa mère on les laisse tranquilles. Donc là on est tous très contents parce que on a vraiment cet aspect récompense de l'effort. Donc on essaie de s'approcher, sachant qu'on a un gros groupe. Évidemment c'est un type de chasse qui normalement ne se fait pas avec des groupes aussi nombreux. On décide de laisser Étienne et Simon partir devant, puisque là c'est Simon qui a la carabine. Moi je suis Étienne et Simon un peu en retrait pour continuer de vous faire des plans. Et le reste de l'équipe reste un peu en arrière à observer, mais sans trop s'approcher pour ne pas faire peur aux animaux. Donc là on est complètement sur un flanc de montagne avec un dévers énorme. Je vois Simon qui s'empierge plusieurs fois, qui trébuche plusieurs fois. L'accès est vraiment pas évident. En plus, il faut pas faire de bruit, il faut essayer de baisser un peu sa silhouette pour pas trop se faire repérer par les chamois. Ils sont loin, mais pas tant que ça, ils sont autour de 300-350 mètres. Donc on s'approche un peu et on voit ce qu'on peut faire. On s'approche, on arrive sur une zone où Simon aurait la stabilité de pouvoir faire un tir. Sauf que là, on se rend compte qu'en fait les chamois sont dans le parc national, puisque tout est très découpé chez eux. Il y a une zone parc national où les animaux ne sont pas chassables, et une zone où ils ont le droit de chasser. Et là les animaux sont dans la zone non chassable, donc bon. Tout était là pour qu'on puisse potentiellement faire un tir au but. Mais on le fera pas, parce qu'on peut pas le faire, donc légère déception, mais bon, on est qu'au début du séjour, on n'a pas pour ambition absolument non plus de faire un chamois, et puis c'est vraiment, on est vraiment content de voir les animaux, en fait, depuis le début on les voyait pas, on était juste là à se promener dans la montagne sans rien voir, et juste voir le groupe d'animaux là, c'est vrai que ça fait très plaisir, et donc Étienne nous dit qu'on va repartir un peu vers la zone chassable, et reprendre encore un peu d'altitude. À la base, on prévoit tout le temps plein de choses, et puis en fonction de la météo, des chamois où ils se trouvent, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est une petite parenthèse, on est une commune, La Chapelle en Val-Godemar, avec plus de quasiment 90% du territoire de la commune qui est dans le parc national des Écrins, donc très réglementé. Et ça, on pourra peut-être le voir, mais ça se passe des fois à pas grand-chose près, à 50 mètres. Donc on continue de monter, le terrain ne va pas s'améliorant, hein, c'est toujours aussi pentu. Et on a un petit bonus qui fait plaisir, c'est la dégradation de la météo. Là où on avait un temps avec du vent, un froid modéré et quelques petites gouttes de pluie de temps en temps, on se met là à avoir vraiment de la pluie, du grésil, une légère neige, avec énormément de vent. Donc on devient humide, avec le vent, il commence à faire froid.
C'est pas très agréable. On continue d'avancer. Et là, face à nous, une nouvelle fois, un groupe de chamois. La visibilité est vraiment pas facile. La météo est très compliquée. On essaie de s'approcher aussi, même technique qu'avant. Simon et Étienne devant. Moi je reste juste derrière pour faire des plans et le reste du groupe reste un petit peu en retrait tout en nous suivant. On s'approche du groupe de chamois. Ils sont assez loin, hein, quand on les repère, ils sont quasiment à 400 mètres. Donc on essaie de les approcher, on s'approche 350, 300 mètres. Et là on arrive à une distance où on peut plus vraiment approcher parce qu'après on a un petit creux qui se crée dans le sol. Donc si on les approche, on est en plein découvert et ils vont nous voir. Étienne nous dit que le tir se tente. Faut savoir que les conditions sont exécrables, il y a vraiment un vent énorme. Avec la géologie du milieu, le vent est très difficile à discerner puisque le vent change de sens en fonction de la façon dont c'est vallonné, donc très très difficile d'estimer un tir. C'est aussi très difficile de se parler puisque on peut pas parler fort, il y a énormément de vent, le tir est vraiment compliqué. Simon se met en place, il essaie de se stabiliser, toujours à autant de vent. Simon tire. Et malheureusement, le tir est manqué. Donc là, les chamois commencent à se déplacer. Ils s'en vont. On n'a pas pour but d'absolument tirer dessus. Donc là, on arrête de tirer. On les regarde partir. Et il y a un petit sentiment de déception, évidemment, parce on a raté une opportunité. Mais en même temps, comme je disais, on est toujours qu'au premier jour. Les conditions de tir étaient extrêmement difficiles. Et je vois pas comment on aurait pu potentiellement améliorer la situation à ce moment précis. Donc pas vraiment de regrets, au moins on a vu des animaux. Mais ouais, cette première journée n'a pas été facile, essentiellement à cause de la météo. Hein, quand on se retrouve à guetter le chamois, attendre peut-être qu'il se rapproche, qu'ici et ça, qu'on est allongé 20 minutes dans les rhododendrons et qu'on est trempé, et puis qu'après on se relève, il y a des bourrasques de vent, on se tape un peu du grésil. Au moment où Simon devait tirer, c'est vrai que c'était pas facile. Bon, après, est-ce que Simon a bien tiré? Ça, on le saura jamais. Ça le dit pas. Non, mais ouais, c'était vraiment pas facile. On l'a vu, hein, en une journée un peu... pas comme en Bretagne, mais on a eu plein de temps différents, etc. Ouais. Mais bon, c'est ce qui fait, mais c'est vraiment ce qui fait pour moi, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Prélever une bête ou pas, vraiment, on en avait parlé longuement déjà par téléphone, on avait échangé longuement à ce niveau-là. Voilà, je trouve très important, il y a une éthique de chasse à avoir. On fait pas n'importe quoi et la bête, c'est secondaire. Enfin, pour moi, voilà, le coup de feu, etc., les bons moments qu'on passe, voilà, l'effort. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça le plus important. Faut savoir que là, ça fait bien 4h, 4h30 qu'on est en route. Tout le monde commence à être un peu fatigué, un peu trempé, à avoir un peu froid. Donc on décide de commencer à redescendre. Tout le monde est content de se dire qu'on va redescendre parce que ça va être moins dur que la montée. Et il s'avère que le sol est tellement humide, tellement glissant, que c'est pas vraiment plus reposant que la montée. Tous ceux qui ont fait déjà de la descente en montagne savent que ça tape fort dans les quadriceps au niveau freinage. Le sol est très glissant. Les parois, parfois, on se dit, si là je glisse, je vais pas glisser sur 5 mètres, je vais glisser sur 50 mètres, donc faut faire un peu gaffe. Bon, Étienne, toujours aussi à l'aise, hein, comme c'est un peu le chameau de la montagne, c'est peut-être celui qu'on aura dû tirer d'ailleurs. Il nous apprend des techniques de glissade qu'il faisait quand il était petit. Alors, à faire seulement si vous avez un pantalon de qualité, parce que sinon vous pouvez vite finir en slip en bas, je pense. Mais bon, c'est très marrant, tout le monde est très content. Et au fur et à mesure qu'on redescend, en plus la météo s'améliore jusqu'à ce qu'on revienne à la cabane. Une première journée difficile physiquement, on a vu des animaux, on était très contents. C'était une bonne façon aussi de se mettre en place, de mettre, on va dire, la machine en route, de découvrir au fur et à mesure, j'ai pas précisé, mais à chaque petit moment d'arrêt, Étienne il nous explique plein de choses sur la montagne, sur les animaux. C'est très très intéressant, on est tous très contents d'être là, et vraiment une superbe première journée. Alors le deuxième jour, selon la météo, c'était le pire jour. Tout le monde est fatigué de la veille, on a des courbatures aux jambes comme pas permis parce que l'effort était particulièrement inhabituel. Bon, Étienne, lui, chaud pour un marathon. Donc on se dit à la base que ce jour, il est censé être un peu repos pour avoir encore la pêche pour repartir lundi. Mais on décide quand même dans l'après-midi, on se dit on est quand même à la montagne, on va profiter, malgré qu'il pleuve, que le temps soit vraiment pas ouf. On va sortir un peu, on reste en fond de vallée. On marche un peu sur du plat, c'est quand même moins difficile qu'en côte. Et on va faire ce qu'ils appellent là-bas jumelé. Donc c'est un terme que j'avais jamais entendu, mais c'est le sport national jumelé.
On va mettre un peu des coups de jumelles du bas de la vallée, voir un peu ce qui se passe dans les hauteurs, si on peut voir des animaux. Donc on a un autre quartier de chasse pour ce jour-là. Donc on se balade un peu dans ce quartier-là, sans trop faire de dénivelé. Les paysages sont toujours aussi incroyables. Donc petite sortie à la base sans objectif. Et il se trouve que pile dans le quartier de chasse qu'on avait ce jour-là, on repère un chamois, donc un mâle solitaire. Exactement, on a une opportunité. Après, la chose, c'était que vous êtes là 3 jours. Le 3e jour, la météo était similaire. Donc, on savait que ça allait pas être à notre avantage. Et là, on a vu un joli bouc en plus. Donc là, on est à l'automne, c'est la période du rut, etc. Donc, qui était sans chèvre à côté, etc. Donc, même pour le prélèvement, c'est plus sympa que d'aller voir une bête qui est entourée de chèvres, de chevreaux et qui va assouvir ses pulsions de mâle et assurer la lignée. Donc il y avait un peu tout qui était réuni. La météo qui était, il y a une petite fenêtre, pareil, hein, sans pluie, etc. Le tir était faisable parce que pareil en montagne, ça arrive énormément de fois où on va avoir des jolis boucs, hein, peut-être des trophées des fois, mais qui seront peut-être pas récupérables. Aucun intérêt d'aller tirer ça si c'est pour laisser une bête dans la nature, qu'elle soit blessée ou morte. Hors de question, comme on disait, il y a une éthique. Là, tous les éléments étaient réunis. Il est dans un terrain qui, vu du bas, semble sans trop de difficultés. Mais en fait, quand on y réfléchit un peu, il est juste au-dessus de ce qu'ils appellent là-bas un clapier. Donc un clapier, c'est une espèce d'éboulement de pierre, extrêmement raide pour le coup. Ouais, un gros clapier. Alors apparemment, les Savoyards ne connaissent pas le mot clapier. Une autre amie-logie. Non, je plaisante. Mais qui était assez raide, et puis c'était mouillé, bien sûr, hein, comme tout le temps. Pas évident. On disait avec ces météos, hein, ils ont tendance d'habitude, le chamois c'est quand même un animal qui est assez curieux, qu'on va retrouver sur des promontoires, qui aime bien regarder un peu tout ce qui l'entoure. Là, pour le coup, avec des temps comme ça, surtout les premiers jours de pluie, après ils sont habitués, ils ressortent forcément, mais ils ont tendance à rester couchés dans des petits coins un peu à l'abri, etc. Et là, ce jour-là, c'était ça. À la base, on n'était pas venu pour forcément faire un chamois ce jour-là. Mais là, on se dit quand même, l'opportunité, elle est belle. C'est un bel animal. De toute façon, on n'avait pas pour ambition de faire le plus gros chamois du secteur, mais là, pour le coup, c'est un bel animal. Il y a plusieurs problématiques quand même. Le temps, il est toujours aussi difficile. Beaucoup de vent, de la pluie qui vient, qui part, qui revient. La nuit tombe bientôt. Il est dans un endroit où on se dit, s'il faut aller le chercher, l'ascension, ça va être terrible parce que ce n'est que des cailloux dans une pente énorme. Des cailloux mouillés. On est courbaturé comme pas permis. Donc il y a un petit doute quand même. On s'approche, on est autour de 400 mètres, 380 mètres. Il y a un torrent qui nous sépare du début de la montagne. Un torrent, on sait pas s'il fait 50 cm, on sait pas s'il fait 2 mètres. Au début, on envisage de le traverser. On se dit, pourquoi pas. Et après, on se rappelle qu'il fait dans les 5 degrés. L'eau, elle doit être à 2 degrés. Parce que c'est l'eau qui vient vraiment du haut de la montagne. On se dit, là, si on traverse le torrent, on tire le chamois, on doit aller le chercher et redescendre. C'est parti pour 2 heures. Donc s'il y en a qui tombent dans le torrent, qui se mouillent, on va juste avoir un bec sur le carreau, donc mauvaise idée de traverser le torrent. On décide de rester derrière le torrent, on l'observe un peu, il bouge toujours pas, il nous a pas vus. On est aux alentours de 300 mètres. J'essaie de me placer bien, j'arrive à mettre avec le trépied, à m'asseoir. Étienne me dit que le tir est faisable. Et je sais que si jamais je décide de tirer, ce qui va suivre derrière va être particulièrement difficile. Et ça n'engage pas que moi parce que je vais pas y aller tout seul. Donc je me dis, si je tire, il faut que le tir fasse but. Je réfléchis et je tire. Donc on était doublé avec la longue vue, mais on avait un petit doute, hein. C'est vrai qu'on était à peu près pareil. On disait, je pense qu'à 80%, il a pris. Normalement, un chamois, c'est vrai que très souvent, blessé, il part à la descente. Et là, il a commencé à descendre, il a un petit T, et puis il est allé se remettre en fait dans sa couche où il était juste avant. Extrêmement important d'aller contrôler ses tirs, c'est une des règles obligatoires. Même si on pense l'avoir raté à 99%, ça me semble évident qu'il faut quand même aller jeter un coup d'œil à l'endroit, voir si on voit quelque chose, une goutte de sang, quelque chose. Le tir est fait, maintenant le reste n'est plus entre nos mains.
On monte, on se dit qu'on doit aller voir absolument ce qui s'est passé, avec une bonne conviction d'avoir touché, mais sans être certain. Il est en haut de la colline, donc là il faut aller le chercher, et comme d'habitude, C'est pas le boutonnoir montagne. en haut de la montagne, et comme partout ici, tout est un mur. Donc faut remonter le mur. La montée est excessivement difficile, les pierres sont mouillées, tout glisse. Avec Simon, on n'est pas vraiment à l'aise. On est dans un effort physique qui est extrêmement intense, on est courbaturé de la veille, on continue de monter, on se pose pas de questions. On se dit qu'on est venu pour vivre cette expérience de chasse en montagne. On est là pour rendre fier Étienne. Il y a tous les copains qui sont en bas, qui regardent ce qu'on fait. On continue de monter et on espère trouver en haut le chamois. On est le jour 3, ça va être le jour à la cool, on décide de ne pas prendre les armes, et ça nous permet d'aller du coup dans le parc national pour découvrir d'autres paysages, pour aller notamment à Giobernay qui est une période estivale, un hôtel-restaurant, et qui là est complètement vide en cette période. Exactement, et donc comme tu dis, voilà, même si c'était pas l'objectif principal de prélever un chamois, c'est vrai qu'on avait un peu plus de légèreté, et on a pu aller se balader d'ailleurs au-dessus de Giobernay, pour ceux qui connaissent, qui est certainement un des plus bels endroits de France. Mais ça, il ne faut pas trop le dire. Bon, je me permets de le dire là parce que je sais que vous n'êtes pas trop écoutés. Mais sinon, on va avoir trop de monde. Elle sort pas sur YouTube la vidéo, hein, c'est juste pour nous, t'inquiète pas. C'est pour la famille et les amis. C'est vraiment l'endroit où Étienne a grandi, donc on est très content et très touché qu'il nous emmène vraiment dans l'endroit où il a vécu toute sa jeunesse et où il vit encore aujourd'hui. Une météo qui est toujours mitigée, hein, entre moyenne et vraiment pas dingue, mais des paysages toujours aussi majestueux, et très très content de pouvoir faire cette petite randonnée en bonne compagnie avec tout le monde. Avance un peu, Victor, vas-y. Ouais, on se retrouve au cœur de l'Écosse profonde. Donc il faut quand même dire qu'Étienne nous a dit ouais, on va aller au lac, c'est super beau, une vue de ouf, plein d'eau turquoise. Ouais. J'ai l'impression d'être sur un théâtre de guerre chimique, littéralement. Au-dessus de Giobernay, lac du Lauzon, pour ceux qui connaissent, on aurait voulu monter au refuge du Pigeonnier au-dessus, que d'ailleurs notre père a tenu une 20aine d'années, mais complètement dans la neige, dans le brouillard. Pas possible, mais donc on a pu découvrir un autre endroit, puisque du coup, la chasse était faite, on n'avait pas les carabines, et on a pu prendre une journée un peu plus plaisir, sortir les campagnes. Comme il y en a qui disent, je crois que Simon d'ailleurs dit ça, la promenade des cagettes. Il neigeotait, mais bon, on n'est pas en sucre, on va pas. Qui regarde trop la météo reste au bistrot.
Bon, pour le coup, la météo, là, à chaque fois, nous disait, ouais, ça va être pas mal. Et puis finalement, on était, mais voilà, on regrette pas de l'avoir fait. C'est vrai que des fois, sur le moment, on peut un peu tirer la langue. Et puis après, au final, justement, l'effort, il sublime un peu, les sensations. Est-ce que tu voudrais qu'on parle un peu d'un autre sujet autour de la chasse ou quelque chose dont on n'a pas parlé? Non, tu pourras mettre un bip à la limite, c'est que personne sache ce que c'est. Vraiment un grand plaisir. Non, vous êtes une équipe tous du terroir, des gens qu'on aime, qui adorent, qui redonnent goût en plein de choses. Donc je vous dis un merci à vous. Merci à vous, c'était vraiment sympa. Pour tous ceux qui voudraient suivre un peu, qui voudraient voir un peu de la chasse en montagne, donc il y a par exemple 2 comptes qui sont très bien sur Instagram. Un collègue d'enfance, Jean-André Reynaud, JAR Hunting. C'est vraiment des passionnés, comme je vous dis une fois de plus, qui ont une éthique, qui font les choses correctement. Et dans notre vallée, à l'entrée de vallée, le refuge des chasseurs aussi exceptionnel. Allez voir ceci, ceux qui sont un peu plus passionnés du sanglier, je vous redis donc Moutoun Bouroun, qui est plus familial, hein, qui est vraiment une vidéo, qui est plus une chaîne pour les copains, mais il y aura de très beaux contenus. Venez dans le Valgo, mais que les bonnes personnes. Essayez de ne pas faire comme tout le monde à venir entre le 1er et le 20 août, où là on n'arrive plus à respirer. On peut mettre, pour monter à Giobernay où on a 9 km, on peut mettre plus d'1 heure. La montagne est belle à toute saison. Printemps et automne, les saisons les plus belles, pour ma part et pour beaucoup. On va retrouver la neige sur les sommets, le fond de vallée verdoyant, des cascades énormes, donc moins de monde également. L'automne, les couleurs d'automne, pas besoin de faire un dessin merveilleux. Et vive la chasse, vive le tir. Merci beaucoup pour le Avec séjour. plaisir, merci vraiment, à vous. À refaire, hein, quand vous écoute, voulez. Si l'année prochaine vous n'avez plus de courbatures, vous revenez. Évidemment, je voudrais remercier en tout premier Étienne qui a rendu ce séjour incroyable, qui est à l'origine de ce séjour, qui a tout fait pour que ce soit parfait, et ça l'était. Donc vraiment un énorme merci. C'est quelqu'un de très grande qualité qu'on connaissait vraiment peu avant, puisqu'on l'avait vu quelques minutes au salon de la chasse. Et là on a découvert un super gars, donc encore un grand merci à lui. Je remercie évidemment toute l'équipe, tous mes amis qui m'accompagnent année après année dans toutes ces expériences de vie de plus en plus folles, qui rendent tout absolument meilleur, avec qui je passe de super moments et avec qui je crée des souvenirs qui sont vraiment hors du commun. J'espère que cette vidéo elle vous a donné envie de vivre des expériences similaires, de vous dépasser, de passer des moments forts avec vos proches, de voir aussi autour de vous dans la nature la beauté de tout ce qui vous entoure. La montagne c'est vraiment l'endroit parfait pour ça. J'espère qu'on aura l'occasion et le plaisir de revivre ce genre d'expérience, et j'espère qu'on pourra vous le partager de nouveau.